Hello! Bienvenue sur encore une page! Bonne année! Au moment où vous regardez cette vidéo, on est à la dernière journée de cette épouvantable année. J'espère pour vous que c'était pas si pire que ça, mais j'ai l'impression que pour tout le monde, c'était rough. J'espère que 2021 sera plus douce envers nous, qu'elle apportera son lot de bonnes nouvelles, son lot de rencontres, de moments passés ensemble. Je pense que c'est ce qu'on a le plus besoin, ainsi que la santé, évidemment. Mais je pense que de passer du temps en famille avec nos amis, dire aux gens qu'on les aime, je pense que ça va être vraiment en tout cas mon focus pour 2021. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon top 20 de 2020. Je voulais faire un top 10, c'était trop difficile. C'est la première fois que je fais ça, puis c'est ça, à toutes les fois j'écoute des vidéos de meilleure lecture de l'année, souvent les gens disent ça, j'étais pas capable de me décider, mais c'est vrai que je suis comme, mais je veux pas laisser ce livre-là sous silence parce qu'il était super bon, puis il m'a vraiment marqué, puis... Fait en tout cas, là j'ai décidé d'en prendre 20 et de les classer par catégorie. Mais là, des fois, c'est des catégories comme mention honorable, puis d'autres fois, c'est genre... C'est ça, là. C'est pas nécessairement genre divisé comme 5, 5, 5, 5 là, dans mon top 20. Vous allez voir. J'ai vraiment fait des catégories avec qu'est-ce que j'aime le plus lire, qu'est-ce qui m'a marqué dans chacune de mes types de lecture préférés. Et voilà, je vais y aller parce que 20 livres, c'est quand même long. Je pense pas que je vais résumer chacun des livres parce que ça a déjà été fait sur ma chaîne, mais je vais juste vous dire pourquoi ils se retrouvent dans mon top. La première catégorie, c'est une mention honorable, c'est la catégorie théâtre. J'ai pas lu autant de théâtre que dans les dernières années, en 2020, mais j'ai fait une incroyable rencontre avec Olivier Sylvestre dans un guide d'éducation sexuelle pour le nouveau millénaire publié chez Hamac. C'était la première fois que je lisais le théâtre de Olivier Sylvestre, mais j'avais déjà vu cette pièce de théâtre-là. Et c'était pas la première fois que je lisais du Olivier Sylvestre, j'avais lu non fictif par avant, mais cette lecture-là m'a vraiment réchauffé le cœur, ça m'a fait rire, j'ai trouvé ça super bien fait pour parler justement de sexualité puis de l'espèce de recherche d'identité aussi qu'on peut certainement expérimenter entre nos 15 et 20 ans, je pense. Mais tu sais, je dis pas que c'est comme la date limite, là, mais tu sais, je pense que c'est des questions qui sont là pour beaucoup de gens. Puis le fait que ça se passe entre à la veille du bug de l'an 2000, ça m'a vraiment fait voyager dans le temps, même si moi, à cette époque, je n'étais pas encore à l'école, ben j'ai quand même trouvé que ça m'a ramené dans une époque. Puis, c'est vraiment une super bonne pièce de théâtre, vraiment facile à s'imaginer une fois qu'on la lit. Fait que je vous recommande vraiment cette lecture. Puis en plus, quel beau livre à ajouter dans votre bibliothèque, là, honnêtement. Là. Il est vraiment beau. Ensuite, je vais passer avec une catégorie qui prend de plus en plus de place dans mon cœur. C'était... je dirais que dans les dernières années, je suis retombée en amour avec les BD. Plus jeune, c'était quelque chose que je consommais beaucoup. Les BD, mais j'allais nommer d'autres types de BD, mais les romans graphiques, je lis pas beaucoup de manga. Je sais pas pourquoi si j'y vais pas vers cette avenue-là. Dans ma tête, tout ce qui est manga est fantastique, mais je sais très bien que non, mais c'est une association qui est difficile à défaire, puis on dirait que j'y vais pas vers cette catégorie-là de livres. Mais bref, pour ce qui est des BD, j'ai sélectionné mes 6 BD coup de cœur de l'année. Je crois que, à l'exception de une, elles sont tous canadiennes et la plupart sont québécoises. Donc, la première BD dont je vais vous parler, c'est La grosse lettre de Marie-Noël Hébert. Donc, c'est publié chez Quai numéro 5. Ça a été ma recommandation pour le 12 août. J'achète un livre québécois. J'ai trouvé cette BD-là tellement on point, genre tellement réaliste, puis tellement pertinente dans son message. Et j'ai l'impression que ce qu'elle a vécu, je l'ai vécu, puis que tout le monde qui a grandi avec un corps hors dehors des normes très serrées de beauté
a expérimenté ce qu'elle raconte là-dedans. C'est vraiment une BD coup de cœur, puis elle est magnifique à l'intérieur. Je ne peux qu'avoir de bons mots pour cette BD-là. Ensuite, dans un autre registre de BD, j'ai lu l'adaptation en manga de Jane Eyre de Charlotte Brontë. C'est un classique que je ne connaissais pas du tout, mais ça m'a fait découvrir l'écriture de Charlotte Brontë. C'est sûr que c'est une adaptation, donc c'est pas tel quel, mais j'ai tellement aimé lire ça. C'est un des seuls livres là, dans l'année que j'ai vraiment eu de la difficulté à mettre de côté pour m'endormir. Puis ça, c'est, je sais pas, on dirait qu'en vieillissant, c'est quelque chose que, bon, ma volonté est plus forte que mes espèces d'impulsions, là, tu sais, je suis capable de mettre les livres de côté normalement, mais celui-là, j'ai vraiment trouvé ça difficile. Puis en fait, je me suis comme endormie en le lisant parce que j'étais vraiment brûlée. Mais c'était tellement bon. Puis j'ai juste envie de consommer la vraie œuvre là, de Charlotte Brontë, de Jane Eyre. Je veux lire ce classique-là maintenant que j'ai lu son adaptation. Ça m'a fait réaliser aussi que, tu sais, les classiques, là, il y en a des adaptations, puis on peut s'initier à ces classiques-là par le moyen par lequel on est le plus à l'aise. Puis après ça, justement, si l'histoire nous plaît, si l'histoire nous convient, tu sais, qu'on s'y intéresse, ben après ça, peut-être aller vers la vraie version, ça peut être intéressant, mais c'est parce que des fois, te lancer dans un roman de 300-400 pages, édition folio de poche, là, écrit mini avec des feuilles d'épaisseur de Bible, là, ça donne pas trop le goût de lire ça. Mais quand c'est une adaptation, puis après ça, c'est ça, tu découvres qu'est-ce que c'est, ben, je sais pas, moi je trouve que c'est une belle avenue que je connaissais, mais que je me suis vraiment permise d'explorer cette année, puis je suis très contente de le faire. Je vous recommande toute cette série-là de mangas là, qui adaptent des classiques, là, il y en a vraiment plusieurs. C'est vraiment une très bonne idée. Pendant mon défi livresque estival, j'ai fait la lecture de La Pitoune et la Poutine de Alexandre Fontaine-Rousseau et Xavier Cadieux, publié chez Pawpaw. C'est une lecture délectable, pour ne pas faire référence à la poutine. Sérieux, c'est tellement drôle, c'est bien fait, c'est historique, mais en même temps pas lourd pantoute, là. Pas que historique c'est lourd, mais un peu des fois. Puis c'est vraiment drôle. Puis honnêtement, mention honorable au personnage du narrateur ornithorynque castor, pas trop clair, là. Il est vraiment drôle. C'est vraiment excellent. Puis c'est ça. On dirait que je vais toujours dire ça dans la vidéo, mais très bonne BD. Autre lecture qui a marqué le défi livresque estival, c'est Cet été-là des jumelles. Non, je viens toujours pour dire que c'est des jumelles. Des cousines Mariko et Gillian Tamaki. C'est un roman graphique de comme 300 pages, je crois, où on va suivre deux amis au camping qui se retrouvent là chaque année. Puis c'est l'été de 11 ou 12 ans où il y a beaucoup de transitions. On essaie vraiment entre le passage entre l'enfance et l'adolescence. Tu sais, il y a des jours que ça te tente de jouer à tes Barbie ou tes jeux d'enfants. Puis il y a des jours que tu écoutes des films d'horreur en cachette puis t'espionnes ce que les ados racontent au dépanneur. Parce que t'es comme en transition. Puis ça m'a vraiment rejoint parce que ça m'a fait voyager dans mes souvenirs. J'avais des feelings de moi plus jeune à cet âge-là. Ça m'a fait revivre un peu mon été de 11-12 ans. C'était tellement pas la même affaire, mais en même temps, c'était les mêmes sentiments. Fait que moi, ça m'a rejoint à 100%. Pendant le Readathon de Booktube Québec, qui était organisé par Sylvain Desmentiers au mois d'avril pour nous sortir de l'ennui de la quarantaine, j'ai lu 13e avenue de François Vigneault et Geneviève Peterson. Je crois que c'est Geneviève qui a écrit l'histoire et François les illustrations. C'est publié chez La Pastèque. C'est un livre dont je n'ai jamais reparlé parce qu'on dirait que tout le monde s'est mis à le lire au début de l'été. Mais c'était super bon, puis j'ai vraiment hâte qu'il y ait le tome 2. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir. 2018 quand même, là, fait que ça fait 2 ans qu'on attend la suite. Là. Moi, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui arrive avec ces personnages-là. Très attachant. Encore là, tu sais, on est vraiment dans l'ambiance du début d'été, du début de l'été, des vacances plutôt estivales. On est vraiment dans un été important, un été charnière dans la vie d'un garçon qui, lui, commence le secondaire, fait qu'encore son été de 12 ans qui l'amène à 13 ans. Il y a encore cette transition-là, même chose que dans cet été-là, mais d'un autre point de vue, puis il se passe aussi des affaires un peu louches.
Puis ça, j'ai bien aimé la petite touche un peu horrifiante à l'histoire, mystérieuse. La dernière BD dont je voulais vous parler, c'est une découverte de l'automne. C'est Le Garçon sorcière de Molly Knox Ostertag. C'est une série, je sais pas de combien de tomes, parce que j'ai lu les 3 tomes qui ont été publiés à date et je n'ai pas l'impression que c'est terminé. C'est une BD qui est pour moi un modèle de représentativité de toute forme de diversité, diversité familiale, culturelle, corporelle, sexuelle, euh, même les capacités aussi, il y a ça. Je trouve que c'est tellement doux, ça aborde la vie avec tellement de bienveillance, puis tout l'univers fantastique est vraiment intéressant aussi à suivre. Ça parle des codes de la société, mais on est comme dans une autre société. Les images sont super belles. Je suis charmée par cette série-là et je ne pourrais qu'avoir de bons mots pour ça. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Je vais passer à une catégorie plus sérieuse qui est les essais. J'ai lu quelques essais cette année, peut-être, j'ai pas fait le compte là, parce que je suis pas rendue là, mais peut-être une 10-12 essais dans l'année, peut-être un par mois, genre, en moyenne. Mais 2 essais qui se sont vraiment démarqués pour moi. Le premier, c'est Corps à corps, guide de sexualité positive, écrit par la Corpse féministe, et c'est publié chez les éditions du Remue-Ménage, si je me trompe pas. C'est vraiment un guide que j'ai adoré. Je l'ai trouvé très clair. J'ai trouvé qu'il faisait vraiment le tour de la question, qu'il abordait tous les angles de la sexualité. Il faisait place à plein de perspectives différentes aussi. Il y avait des témoignages de gens parce qu'ils reconnaissaient dans l'écriture de leur position, tu sais, par exemple, ce sont des femmes cisgenres, hétérosexuelles et blanches. Fait qu'ils essayaient de faire de la place à d'autres personnes, d'autres identités pour justement essayer d'être le plus représentatif d'une sexualité globale. Là. Et j'ai vraiment appris des choses. Puis j'ai aussi compris certains concepts que je croyais comprendre, mais peut-être pas à 100%. C'est super bon, puis j'aimerais vraiment l'avoir entre mes mains. Là. Je l'ai emprunté, mais je conseille de l'acheter parce que c'est un truc que c'est quasiment comme un ouvrage de référence, honnêtement. Même chose pour le deuxième essai, c'est Anti-Diet de Christy Harrison. C'est une nutritionniste américaine qui a popularisé, je crois, l'approche ACE, donc Health at Every Size. C'est, en fait, dans ce livre-là, on va parler de d'où ça part le fait de ne pas vouloir être gros, parce que je sais pas si vous savez, mais il y a quelques siècles, même moins que ça, c'était mieux dans l'esprit public d'être gros que mince, et ça a shifté. Puis quand est-ce que ça a shifté? Ben ça a un lien avec le colonialisme et le racisme. Fait que ça, c'était super intéressant de découvrir ce point de vue-là. Et l'autre chose aussi, c'est comment la culture du régime a commencé à grossir, comment on a eu peur de cette pandémie d'obésité, en très gros guillemets, et comment ça affecte nos vies, comment l'industrie fait de l'argent sur le dos des insécurités des gens, puis en renforçant les insécurités des gens. Ça m'a fait du bien de lire ça, ça m'a fait comprendre aussi toute cette sphère-là de la vie, puis d'essayer d'être plus critique envers les messages qu'on nous envoie. Puis moi, je pense que ça fait quand même quelques années que je suis militante anti-grossophobie, mais ce livre-là, c'est comme un bon allié, un bon outil de référence quand justement les gens te sortent de la marde de régime, puis que t'es prête, puis t'as l'espace mental pour défendre ça. Ce qui n'est pas toujours mon cas, mais quand je l'ai, ben au moins je sais un peu de quoi je parle. Fait que ça aussi, si ça vous intéresse, je le conseille. Je l'ai écouté sur Audible, mais ça aussi, c'est un livre que je devrais acheter à 100%. Là, ça vaudrait vraiment la peine. Pour la prochaine catégorie, j'ai choisi de faire mes 4 meilleures lectures dans le jeunesse. En plus, tout ce qui est jeunesse québécois, ça donne de même. Je trouvais que c'était comme... J'avais quand même lu beaucoup de choses qui étaient en jeunesse, finalement, sans m'en rendre compte. Puis, il y avait vraiment des romans qui méritaient que j'en reparle à la fin de l'année parce qu'ils étaient excellents, super bien faits, très intéressants. Vous devriez tous et toutes lire ça.
Le premier, c'est une de mes premières lectures de l'année, c'est Chili 501 de José De Angelis, publié chez les éditions du Parc d'en face, si je me trompe pas. Je l'ai pas parce que je l'ai passé à des amis, mais c'est une histoire d'amour entre deux garçons qui est vraiment cute, honnêtement. Puis en même temps, non, parce que c'est pas facile qu'est-ce qu'ils vivent. Puis l'adolescence aussi, c'est comme présenté de façon assez réaliste, je pense, mais tu sais aussi assez rough. Puis je sais pas, j'ai aimé ça, là, ce livre-là. Là, ça, c'est un livre que je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai aimé ça, parce qu'il y avait plein d'affaires qui auraient pu ne pas me plaire. Genre que c'est une romance, puis que, tu sais, il y a des affaires un peu clichés, mais j'ai vraiment aimé ça. Fait que, voilà. J'ai aussi fait la lecture de Baby Boy d'Antoine Charbonneau de Mers, et ça, je pense que j'en suis pas encore revenue. C'était tellement bon. Ça aussi, un genre de romance, mais vraiment toxique. Puis en même temps, non, c'est pas une romance, là. C'est vraiment comme une tranche de vie de quelqu'un qu'on suit dans sa dernière année au secondaire. Puis le personnage est tellement intéressant à suivre, il est très complexe, il est très contradictoire, très dramatique. Tu sais, sans partager 100% de son identité, j'avais vraiment l'impression qu'on avait vécu un peu les mêmes affaires plus jeunes, ou en tout cas qu'on avait un peu le même genre d'imaginaire ou de réflexion. Je me suis vraiment reconnue dans ce personnage-là. Puis Antoine Charbonneau de Mers, c'est vraiment là. C'était juste la deuxième affaire que je disais de lui, deuxième œuvre. Mais Christy, que j'aime, c'est comment il écrit, j'aime cet auteur-là. Là, j'ai vraiment hâte là, de lire la suite de ses autres œuvres. Là. J'en ai reçu une à Noël. Puis j'aimerais ça acheter l'autre, Good Boy, qui va me manquer. Mais j'adore cet auteur, vraiment, là, gros coup de cœur. Ensuite, une autre lecture que j'ai fait au mois de septembre, c'est Enterrer la lune de André Poulain et les illustrations de Sonali Zora. J'avais aucune attente quand j'ai lu ce livre-là. Je croyais que... Je savais même pas de quoi ça parlait, mais je trouvais l'illustration magnifique et j'étais vraiment charmée. C'est un livre qui est engagé politiquement, c'est un livre qui est facile à comprendre dans le message, tellement poétique, tellement bien écrit, puis les illustrations sont vraiment super belles, là. Ça fait comme... C'est tellement beau, comme... un livre que je pourrais pas... On dirait que je peux pas dire autre chose que c'est beau sous toutes ses formes, visuellement, poétiquement, le message est important, l'histoire est intéressante. Vraiment, là, faut que vous lisez Enterrer la lune. C'est vraiment petit en plus, là, puis c'est une super belle œuvre. Et c'est écrit en collaboration avec une personne de l'Inde, donc c'est vraiment pertinent, je trouve, de le lire parce que c'est vraiment témoin de la réalité. Maintenant, on va passer à la catégorie contemporain. En plus, ceux que j'ai choisis, c'est un peu des inclassables selon moi. Là, je peux pas dire si c'est de la romance, c'est telle affaire. Dans ma tête, c'est un peu toutes des tranches de vie. Là. C'est ça que j'aime lire un moment donné. Hein? Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Premier livre, c'est un livre dont je vous ai rabattu les oreilles toute l'année. C'est Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. J'ai lu ce livre-là en février et toute l'année, j'y ai pensé. Ça m'habitait. J'avais l'impression que les personnages étaient encore là. Je me disais, hey, qu'est-ce que ce personnage-là ferait dans la situation? Je repensais à des moments de l'histoire. Genre, ça m'a tellement comme envoûté cette histoire-là. Puis je l'ai, ça aussi, écouté comme livre. Je l'ai pas lu parce que justement, le format, c'est genre folio classique, poche avec des feuilles de Bible. Là. J'ai ce format-là, c'est sûr, ça me décourage. J'aurais pas voulu lire ça. Mais en format audio, c'était incroyable. Puis je sais que j'ai pas besoin de plus le présenter, là. J'en ai vraiment parlé, mais lisez ça en 2021, là, c'est Americana. Wow! Ensuite, un autre livre dont j'ai quand même parlé quelques fois, c'est Soleil de David Boucher, publié chez La Peuplade. C'est un récit d'immigration qu'on suit le point de vue de l'enfant.
L'enfant qui n'a pas choisi d'immigrer, qui découvre son pays d'accueil, puis qui voit aussi ses parents s'adapter ou ne pas s'adapter, dépendant de quels parents on parle. C'est aussi juste un enfant qui vit sa vie d'enfant, qui essaie de se faire des amis, qui essaie de comprendre le monde qui l'entoure. Fait que c'est tellement bon, c'est du soleil, Soleil, c'est son prénom au personnage, mais c'est aussi l'effet que ça nous fait dans le cœur. Ça réchauffe, c'est bien écrit. Parlant de soleil, cet été, j'ai lu Pieds nus dans la gravelle de Maude Michaud. C'est vraiment un livre qui m'a jeté par terre. J'aurais jamais pensé pleurer en lisant ce livre-là. Moi, je pensais que c'était une chick lit, là. J'étais vraiment déconnectée. C'est aussi ma manie de ne jamais lire les résumés puis d'essayer de pas trop... tu sais, les livres que je veux vraiment lire, j'essaie de pas trop écouter les avis des autres. Mais, oh my god, ça m'a rentré dedans. Ça aussi, là, c'est comme un... C'est un livre douloureux puis en même temps vraiment beau. Oh, juste de repenser, je me transporte au moment où je l'ai lu puis c'était super bon. C'était vraiment... wow! Une belle découverte, ça. Un livre dont j'avais zéro attente, c'est Punaise de Laurent Lemay que j'ai lu à la fin du mois d'octobre. Même que ce livre-là me rebutait, j'avais pas trop envie de le lire, puis finalement, c'était quelle découverte! J'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé le personnage, j'ai aimé l'histoire. C'est un livre qui est nominé pour les rendez-vous du premier roman, puis en ce moment, ça serait lui que je ferais gagner, mais j'ai juste lu la moitié de la sélection. Fait que peut-être que peut-être que mon avis va changer, mais vraiment, j'ai full aimé Punaise, puis j'avais zéro attente. Une chose que j'ai aimé dans Punaise, c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi dans Le Plongeur, et c'est cette ambiance-là un peu glauque, un peu morose, un peu... euh, comme un peu si la fatalité s'acharne, je sais pas, là, mais j'ai tellement trouvé cette atmosphère-là intéressant à être imprégné de. C'est pas une phrase là en français, mais j'ai trouvé ça intéressant d'être imprégné de cette atmosphère. Ça, ce serait la bonne phrase. Je sais pas quoi dire de plus sur Le Plongeur. Je pense que c'est connu que j'ai aimé ma lecture du Plongeur. Maps l'a inclus dans sa vidéo. Je lis les recommandations d'encore une page. Comme c'est vraiment bon. Je suis pas la seule à le dire. D'après moi, ça va être un. Si ça l'est pas déjà, c'est un classique de québécois. Là. Ça va passer à l'histoire. Ça va être étudié dans quelques années au cégep. Je suis certaine. Parce que c'est vraiment bon. Puis, aussi, si vous avez travaillé en cuisine, de restaurant, je pense que vous pouvez comprendre un peu. Tu sais, moi, je parle de ça comme... J'en parle comme si j'avais travaillé bien longtemps, là, mais ça a été mon premier emploi de mes 14 ans à 16 ans. J'étais plongeuse. Puis, il y avait des affaires que je pouvais pas plus relate que ça. C'est vraiment quand même bon, quand même proche de la réalité. Le prochain livre, c'est un livre, encore une fois, que j'avais zéro attente. Je pense que ça, c'est... Ça fait... Je pense que quand mes attentes sont pas là ou sont très basses, puis que je suis complètement bouleversée par un livre, ben je pense que ça a comme pas le choix de faire partie de mes coups de cœur parce que justement, c'est comme vraiment fort comme émotion. Mais ce livre-là, dont j'avais zéro attente, c'est Petit manuel des amours toxiques de Véronique Papineau, publié chez Le Méac. C'est un livre où on va parler d'une relation qui est toxique, qui ne va pas bien, qui est sur le point de se terminer, mais pas de façon facile. Et on va faire des allers-retours avec le passé. Ça, j'ai adoré ça. Je le lisais au début un peu, pas à contre-cœur, mais comme avec pas vraiment d'intérêt. Et oh my god, mon intérêt a été capté. Je me suis attachée au personnage, ce que je n'aurais jamais pensé. Puis quand je l'ai terminé, j'étais tellement investie dans l'histoire, là. Je shakais de rage. Puis de... J'étais vraiment, là, saisie. Fait que ça, c'était certain que c'était pour se retrouver dans mes coups de cœur à la fin de l'année. Finalement, dernier coup de cœur, et c'est ça que... C'est un livre qui fait partie un peu d'une catégorie que j'ai pas vraiment intégrée dans ce top-là, mais c'est tous les livres auxquels
j'avais déjà des hautes attentes et qui ont atteint mes attentes. Tu sais, il y en a plein des livres que j'ai lus cette année que je pensais apprécier, puis qui, effectivement, j'ai aimé, notamment La Bête de David Goudreau, Anna Caritas de Patrick Isabelle, Fanny Cloutier de Stéphanie Lapointe. Je pense à ces trois-là vite vite, mais il y en a d'autres que j'ai lus que j'ai fait. Ah, Copine et Copine, la série, la BD. C'est ça, il y en a quelques-uns, Le Bal des Absentes, comme essai. Les œuvres de Wajdi Mouawad, en tout cas, il y en a quelques-unes comme ça que j'ai lues que mes attentes étaient déjà hautes, ils ont été comblées, mais on dirait que c'est pas un 5 sur 5 pour moi parce qu'ils n'ont pas dépassé mes attentes. Mais comme mes attentes étaient déjà hautes, c'était difficile de les dépasser. Mais un qui a réussi à faire ça, à les dépasser un peu, c'est La Femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette, publié chez Le Marchand de Feuilles. C'est ça, j'avais des hautes attentes qui ont été comblées et surpassées parce que je ne croyais pas que ça me ferait un petit baume sur le cœur comme ça. Je ne pensais pas que je serais autant comme coucou, emmitouflée, je sais pas, dans cette histoire-là. C'est vraiment, j'avais un sentiment de couverte, là, je sais pas comment dire, là, mais je me sentais vraiment bien en lisant ça. Et c'est ça, ça a comblé vraiment mes attentes, ça les a dépassées et c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans ce top 20. J'aimerais savoir c'est quoi, vous, une seule, c'est difficile, mais un livre coup de cœur que vous avez eu cette année qui vous pensez pourrait me plaire, peut-être dans les catégories que j'ai nommées, ça pourrait vous orienter, donc je les rappelle, BD, théâtre, essai, jeunesse et contemporain adulte. C'est vraiment 5 genres que j'aime beaucoup lire. Si vous avez des suggestions dans ce sens-là que j'ai pas nommé jamais sur ma chaîne, ben je suis très preneuse. Et sinon, ben j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous laisse aller réveillonner du mieux que vous pouvez cette année. Peut-être ce sera devant le Bye Bye ou Infoman. Infoman, selon moi, c'est toujours un petit coche au-dessus du Bye Bye. Mais ouais, en tout cas, bref, on rentrera pas là-dedans. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Et sur ce, on se revoit en 2021 avec d'autres nouveaux contenus. Je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit très bientôt!